C'est l'ESJ Football Academy. On est très heureux de vous retrouver. On est enfin de retour après 3 mois d'absence. 3 mois où on est resté actif sur Twitter avec les infos du jour, avec les trades également. D'ailleurs, nouveau trade demain. N'hésitez pas à aller nous suivre sur Twitter. Voilà, on est de retour en radio. C'est la première émission de l'année 2019. Je suis très heureux de la présenter. À mes côtés aujourd'hui, il y a d'abord monsieur le puriste, Hugo de Gouzel. Bonsoir Hugo. Bonsoir Florian, bonsoir à tous, très heureux d'être là pour cette reprise de l'émission. Eh bien, plaisir partagé. Thibaut Kérebel également est à mes côtés ce soir. Bonsoir Thibaut. Salut mon Flo, salut à tous. Ravi d'être membre de cette première équipe pour la première émission de la nouvelle saison. Exactement. Michel Guiribaren à mes côtés ce soir également, troisième expert, troisième chroniqueur qui fera les débats avec nous. Bonsoir Michel. Bonsoir Florian, bonsoir à tous. Très heureux d'être là pour le retour de l'ESJ Football Academy ce soir. Et puis enfin, il y a Antoine Guillet. Antoine, tu nous feras tout à l'heure ton petit guillet d'humeur sur la tristesse du journalisme français actuellement. Voilà. Oui, bonsoir Florian, c'est exactement ça le guillet d'humeur tout à l'heure. Eh bien merci Antoine. Au programme aujourd'hui, donc, il y aura ce guillet d'humeur, mais également de la Ligue 1. On va parler du championnat de France avec le LOSC qui commence à envisager sérieusement la Ligue des Champions. On va aussi parler de Marseille à 3 jours d'un match important, messieurs. Marseille-Saint-Etienne, c'est dimanche soir. Et puis on parlera aussi de Memphis Depay qui a marqué hier avec Lyon. On va aussi parler d'un sujet donc, qui a fait jaser sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Qui est le meilleur entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann? Qui est le meilleur joueur français à l'heure actuelle? On va en parler. On reviendra aussi sur le Classico d'hier soir, la victoire 3-0 du Barça sur la pelouse du Real Madrid. Enfin, il y aura les infos de la semaine. Et pour terminer, le traditionnel quiz. Je sais que vous l'attendez déjà. Messieurs, sans plus attendre, c'est l'heure de passer à la Ligue 1. Et pour commencer cette page Ligue 1, Michel, tu nous dis tout ce qu'il y a à savoir actuellement. C'est la Minute LOSC. La Minute LOSC, Michel, tu nous dis tout ce qu'il y a à savoir en ce moment sur le LOSC. Et on commence par les révélations au sujet des dogs de Football Leaks. Donc la première révélation de Football Leaks que je vais aborder, donc, c'est celle sur Thiago Maia. Donc Florian, on apprend que lors du recrutement du Brésilien, le LOSC a réglé les 14 millions d'une seule traite à son ancien club, donc Santos. Ce paiement est pour le moins étonnant au vu de la situation financière dans laquelle se trouvaient les Lillois à cette époque. On se rappelle donc de la DNCG qui avait un peu le couteau sous la gorge du LOSC. Et puis, ouais, vas-y. Non, vas-y. Alors également Football Leaks qui nous révèle les belles primes de Xheka. Tout à fait Florian. As-tu une idée du montant de ces primes? J'en ai aucune idée. Donc le milieu portugais a touché 400 000 € de primes à la signature. Au niveau de son salaire, c'est un peu plus compliqué. Xheka touche un salaire fixe qui augmente d'année en année. Au début, il est à 50 000 € quand il a signé au LOSC il y a de cela à peu près presque 1 an et demi, c'est ça? Oui. Maintenant, il dépasse les 60 000 €. Donc, c'est un salaire qui est loin des cadors de la Ligue 1, mais attention, il a une prime exceptionnelle qui se rajoute à son salaire mensuel. Cette prime est de 120 000 € par mois s'il joue 60% des matchs du LOSC. C'est une belle façon de motiver son joueur. Effectivement. Et ce week-end, le LOSC reçoit donc Dijon pour la 26e journée de Ligue 1. Ce sera au stade Pierre-Mauroy. Et oui, pour cette 26e journée de Ligue 1 Conforama, tout oppose les deux équipes de cette rencontre. Il y a Lille d'un côté, Dauphin du PSG, alors que d'un autre côté, il y a les Dijonnais qui sont 19e de cette Ligue 1 Conforama. Florian, sais-tu à quand remonte la dernière victoire à l'extérieur des Dijonnais? Ça va remonter un petit peu, je pense. C'était le 25 août à Nice, une victoire 4-0. Ça c'est le moment où Dijon, ils étaient en tête carrément. Ils avaient démarré très fort, Dijon. Ouais. Et là, trop le cas. Du côté du LOSC, le LOSC reste sur 2 matchs nuls, le dernier en date à Strasbourg. Et donc le LOSC espère tout simplement se relancer et se rapprocher un peu plus de la Champions League. Au niveau du groupe, pas beaucoup d'absents. Il manque à l'appel Fares Balouli qui n'a disputé de toute façon aucun match cette saison. Donc retour de Xheka et de Soumaoro suspendus lors de la dernière journée. Et donc pour conclure cette Minute LOSC, bravo aux U19 Lillois pour leur qualification en quart de finale de la Gambardella le week-end dernier face à Béziers. Prochain tour contre Saint-Etienne. Ok, merci Michel pour cette Minute LOSC. On va rebondir justement, messieurs, sur le LOSC, puisque, comme tu l'as dit, Michel, le LOSC est actuellement 2e du championnat de France. Ça fait un certain temps
maintenant que le LOSC est installé sur cette deuxième place du podium. 5 points d'avance sur Lyon pour le LOSC, 8 sur Saint-Etienne, 10 sur Marseille. Il reste 12 journées à disputer. Cette deuxième place du LOSC, messieurs, vous en conviendrez, elle était difficile à pronostiquer en début de saison. C'est bien entendu une belle surprise de voir Lille aussi haut au classement après autant de journées. Thibaut, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses que cette deuxième place du LOSC n'est pas le signe d'une Ligue 1 en baisse de niveau ? À mon sens, en fait, le niveau de la Ligue 1 est globalement en baisse. Mais c'est pas la deuxième place de Lille qui illustre ça. C'est-à-dire que le jeu développé par Lille, je le trouve tout à fait attrayant. On parle quand même de la deuxième meilleure attaque et de la deuxième meilleure défense du championnat. Derrière l'inévitable, l'intouchable Paris Saint-Germain. Et je trouve qu'en fait, le niveau de Lille est digne de la place qu'il occupe au classement. C'est-à-dire que est-ce que dans une Ligue 1 où on aurait des Lyon, un Lyon par exemple qui serait plus régulier, un Marseille plus régulier, Lille serait quand même deuxième, serait plus compliqué, non ? Ce serait évidemment beaucoup plus compliqué. Lyon, ça c'est un autre débat aussi, mais je pense que Lyon a la capacité d'aller titiller le PSG, peut-être pas tout au long d'une saison, mais au moins rester les talonner à 5 points, pas comme là ils sont à quoi, une vingtaine de points du PSG avec Lille, même Lyon, les deux. Lyon aussi, alors que l'effectif de Lyon est beaucoup plus étoffé, même le budget de Lyon est beaucoup plus élevé que celui de Lille. Donc je trouve ça dommage qu'on ait des équipes comme Lyon, même comme Marseille, qui jouent pas à fond le coup d'aller chercher Paris, alors qu'ils en ont la capacité, peut-être pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout au long d'une saison, mais au moins pendant plus de 30 jours. C'est la régularité le problème, c'est que Lyon est capable d'aller battre Paris comme ils l'ont fait cette saison et de perdre. Il y a une forme aussi peut-être de relâchement et de désintérêt de cette Ligue 1. On a l'impression que les équipes se disent que c'est déjà joué d'avance au bout de 3 journées que Paris va tout écraser. Alors que je pense que c'est pas le cas. On l'a vu il y a 2 ans avec Monaco, alors que Paris avait une énorme équipe. Michel, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce que tu vois déjà, premièrement, le LOSC tenir pour se qualifier pour cette Ligue des Champions ? Est-ce que c'est dans les cordes quand même du LOSC ? Je pense quand même que l'avance du LOSC est assez conséquente et que derrière, que ce soit Lyon, Saint-Etienne ou Marseille, joue quand même assez régulièrement. Marseille revient bien. Le problème cette saison, Marseille revient bien, mais on verra qu'est-ce que ça va donner. Mais le LOSC a toutes les armes pour aller au bout et chercher cette deuxième place, mais c'est pas anodin. Ils ont changé quand même toute leur ligne d'attaque. C'est toute l'équipe presque qui a changé. C'est l'ossature de l'équipe et c'est pas étonnant au vu de la qualité des joueurs de l'Evo. Le style de jeu également qui correspond totalement à cette équipe. Dernière petite question sur le LOSC. Est-ce que les voir se qualifier pour la Ligue des Champions, ce serait une bonne nouvelle pour la Ligue 1, que ce soit le LOSC, notre représentant avec Paris en Ligue des Champions, Hugo ? Une bonne nouvelle, oui, forcément, mais à condition qu'ils gardent une certaine ossature, qu'ils ne perdent pas tous les joueurs au mercato, parce qu'on sait que déjà Pépé, il est quand même 3e meilleur buteur de ce championnat. Ça s'annonce. Il y a encore, il y a ça va être compliqué de le garder. De gros clubs qui sont sur lui. Donc il faudrait garder une certaine ossature, mais sinon ça va être un peu compliqué, je pense. Moi honnêtement, je pense que en se projetant dans les futures coupes européennes et notamment la Ligue des Champions, je pense sincèrement que l'équipe actuelle de Lille peut tout à fait taper un 3e de Serie A ou un 3e de Bundesliga. Je sais pas ce que vous en pensez, Michel. Tu te projettes sur un Lille Dortmund par exemple ou un Lille ? Non, mais plutôt un Lille Mönchengladbach, tu vois. Ouais, après. Effectivement, il faut voir le tirage du LOSC. Ils ont un peu du mal. Tout va jouer peut-être cet été parce que s'ils commencent à perdre Thiago Mendes, Nicolas Pepe, ça va être. Ils ont du mal contre les gros clubs. De Lille a du mal contre les gros clubs aussi, donc c'est un fait à prendre en compte. Mais peut-être que justement, en gardant certains joueurs, ils vont prendre de l'expérience et faire de belles perfs en Europe. Voilà, on le souhaite en tout cas aux Lillois qui reçoivent donc Dijon. Ce week-end sera dimanche à 15h au stade Pierre-Mauroy. On parle maintenant d'une autre équipe qui va bien également en ce moment. C'est l'Olympique de Marseille qui revient plutôt dans le haut du classement. 3 victoires sur ses 4 derniers matchs pour les Marseillais. Il y a eu un match nul à Rennes le week-end dernier. Sinon des victoires contre Amiens, contre Dijon, contre Bordeaux. Alors un joueur en particulier est en forme côté Marseillais. Il est arrivé cet hiver. Messieurs, vous le connaissez bien entendu. C'est Super Mario. Mario Balotelli. Voilà, c'est Mario Balotelli. 3 buts inscrits en 5 matchs pour l'attaquant italien. Michel, je sens que tu as envie de parler là-dessus. Est-ce que Marseille a enfin trouvé son fameux grand attaquant ? Eh bien oui, je pense que c'est le grand attaquant et surtout c'est le grand attaquant qui fait du bien à Valère Germain parce que Valère Germain n'est pas un mauvais joueur. Valère Germain, il a besoin d'un deuxième attaquant à côté de lui, solide. Attaque à 2, Le bossu de Notre-Dame. C'est le surnom que tu lui donnes par rapport à la... Son choc, la dernière journée. Terrible.
Donc voilà, Hugo, tu veux réagir c'est vrai, Michel, t'as raison quand tu dis qu'il a besoin d'un deuxième attaquant. Là où il était le meilleur, pour moi, c'était à Monaco quand il avait Falcao à côté de lui. Ou même Mbappé. Ou même Mbappé, ouais. Même si à cause de ça, il jouait un peu moins. Mais ouais, ça peut que lui faire du bien. Et même si Garcia décide de pas les aligner tous les deux, ça fait une vraie concurrence, contrairement à la concurrence qu'il avait avec Mitroglou, où c'était plus une concurrence très négative. On a l'impression qu'ils s'attiraient tous les deux vers le bas. Mais ouais, Balotelli, c'est un joueur déjà qui adore les situations un peu foireuses dans laquelle Marseille était au moment où il est arrivé. C'est un joueur qui va porter ses cojones pour aider son équipe. Donc, puis en plus, ce qui est bien avec Mario Balotelli, c'est que c'est un joueur qui amène du monde dans les stades aussi. C'est un grand nom. C'est un nom qui fait rêver, un peu comme Ben Arfa, par exemple. Ouais, non, mais c'est un joueur qui attire. Pas forcément besoin de ça à Marseille. Oui. Le stade était un peu vide ces derniers temps. Des performances des derniers matchs en protestation. Aussi. C'est pas Balotelli qui va ramener le monde au Vélodrome. Tu penses pas, Hugo, non ? Moi, je pense que si. Ce sera les performances de l'équipe. Eh bien, pour l'instant, en tout cas, les performances sont bonnes ces derniers temps de Marseille, qui compte quand même 16 défaites cette saison. Là, sur les derniers matchs, ça va mieux. 10 points pris sur 12 possibles. Il y a un match très important pour l'OM ce week-end. C'est ce déplacement à Saint-Etienne dimanche soir. Très important, pourquoi ? Parce qu'en cas de victoire, Marseille passerait devant Saint-Etienne, puisque là, l'OM n'a que à 2 points de retard sur Saint-Etienne. Donc si Marseille gagne ce match, il passerait 4e du championnat. Alors messieurs, que doit viser l'OM en cette fin de saison, Thibaut ? À mon sens, la Ligue des Champions va être compliquée à atteindre pour l'Olympique de Marseille. La 3e place... Ils sont pas si loin de la 3e place non plus. Si on s'intéresse un petit peu au calendrier de l'OM, ils vont jouer dans les 3 prochains matchs Saint-Etienne, Nice, puis Paris. Donc, c'est une période décisive pour Marseille. Oui, voilà, c'est une période décisive, mais... Je pense que dans ces 3 matchs, ça va être difficile d'accrocher plus de 4 points, honnêtement. À Paris déjà, si tu considères que Paris s'est perdu. Il ne faut pas perdre espoir, mais je pense que ça va être difficile de prendre plus de 4 points. Et si on regarde... Il y a une confrontation directe contre Lyon quand même. C'est vrai, mais par exemple, si on regarde pour essayer de rattraper Lille, dans les 3 prochains matchs, ils vont jouer Dijon, Saint-Étienne et Monaco. Alors même si Saint-Étienne et Monaco, c'est un petit peu des matchs pièges, ça m'étonnerait pas de voir Lille prendre au moins 6 points, si ce n'est plus. Oui, mais viser la 3e place sinon. Après, le problème, c'est que tout le monde perd des points contre tout le monde en Ligue 1. Voilà, c'est ça. Il n'y a aucune équipe qui se détache par sa régularité. L'équipe qui est la plus régulière, c'est Lille finalement. C'est derrière Paris, bien sûr. C'est Lille, et c'est ce qui fait que Lille se retrouve aussi au classement actuellement. Voilà. Hugo, non, je suis d'accord avec toi, j'ai rien à ajouter. Alors, voilà, que doit viser l'OM en cette fin de saison ? Marseille, depuis le début de la saison, c'est 16 défaites, on l'a dit. C'est une élimination pitoyable, on peut le dire, en Coupe de France face à Andrézieux. C'est une élimination face à Strasbourg en Coupe de la Ligue. Il y a cette dernière place aussi, effectivement, en phase de groupe de Ligue Europa. Est-ce que malgré tout ça, la saison de Marseille peut encore être réussie, Thibaut ? Moi, je pense que non. Imaginons, même une qualif en Ligue des Champions. Imaginons que l'OM se qualifie en Ligue des Champions, même dans la mentalité, suite à ces 2 mois de troubles, et les troubles autour de Rudy Garcia, les éliminations en coupe, la honte subie en Ligue Europa après cette phase de poule lamentable, ça a forcément laissé des traces. Et moi je trouve que dans tous les cas, l'image de l'OM est entachée et la saison est gâchée, la saison est ratée. Hugo, t'es d'accord ? Ouais, et puis surtout au niveau des supporters qui ont quand même une énorme importance à Marseille. L'OM fait partie de ces clubs où le résultat n'est pas la chose la plus importante. Je pense qu'on pourra en parler tout à l'heure avec le Barça et le Real. Et les supporters en demandent beaucoup plus. S'il y a une 4e, même une 3e place à la fin de la saison, ça va quand même gueuler, je pense, au niveau des supporters. Moi je suis pas Michel, t'en penses quoi ? Est-ce que pour moi une 3e place, pas avec ce qu'ils ont montré cette année, avec les après, 2-0 concédés à domicile contre l'Apollon Limassol. Nouveau départ un peu, si je finis 3e, c'est nouveau départ. On avait déjà dit ça l'année dernière avec leur 4e place, on avait dit en Ligue Europa, voilà, ils ont pas les épaules pour la Ligue des Champions, tant mieux qu'ils aillent en Ligue Europa, alors qu'au final c'était catastrophique. Mais surtout cette 3e place, je pense que ça peut être plutôt positif parce que après tout ce qui s'est passé, est-ce que réussir à rattraper le wagon et se qualifier en Ligue des Champions, ça serait pas un énorme point positif pour Marseille pour l'année prochaine ? Financièrement, je pense. Pour le recrutement aussi. Financièrement, mais pas. Pour garder des joueurs aussi, parce que ça sauverait pas la saison. Sans Ligue des Champions, Balotelli et Thauvin, ça part. Aussi. Donc à voir. Bon, merci messieurs pour vos avis sur Marseille. Marseille-Saint-Étienne, ce sera dimanche à 21h. Et enfin, on va revenir sur Lyon. Lyon qui a éliminé le Stade Malherbe de Caen hier soir en quart de finale de la Coupe de France. Victoire 3-1 avec un but
du néerlandais Memphis Depay. C'est toi qui voulais en parler, Thibaut. Memphis Depay qui avait plus marqué avec Lyon depuis novembre dernier. Alors on sait que gros passage à vide, ouais. Memphis Depay, il a 25 ans. On sait qu'il déclare souvent que Lyon n'est qu'un passage dans sa carrière, qu'il compte un jour évoluer dans l'un des meilleurs clubs du monde. Il s'en cache pas, il l'a souvent déclaré. Il a même évoqué effectivement le Real Madrid. Alors Thibaut, est-ce que pour toi, c'est un joueur que tu vois s'imposer plus tard dans un grand club, qui a l'étoffe d'un leader, d'un grand joueur? Selon moi, totalement. Pour moi, Memphis a tout pour s'imposer dans un grand club et même devenir un grand joueur, j'en suis quasi sûr. C'est-à-dire qu'il a assurément le talent et même le charisme pour réussir au plus haut niveau. On l'a vu réussir des gestes somptueux, notamment des coups francs de 25 mètres absolument magnifiques. Après, on sait tous que c'est pas le plus gros bosseur et qu'il lui faut vraiment une carotte. Une régularité aussi pour qu'il soit... Une carotte un peu pour se motiver et se donner à fond. Et c'est vraiment... il faut vraiment qu'il se donne les moyens de ses ambitions et là seulement il pourra éventuellement atteindre un top club. Mais je pense qu'il en a l'étoffe, il en a le talent. Est-ce que tu es d'accord, Michel, avec les propos de M. Kiribel? Je suis pas totalement d'accord sur le fait. Là où je vais te rejoindre, c'est que Memphis est un super joueur, ça y a pas de souci. Moi je l'adore, je l'ai vu quand il a débuté au PSV, à la Coupe du Monde aussi en 2014 avec les Pays-Bas où il avait été prodigieux avec des buts superbes. Mais là où je suis pas vraiment d'accord, c'est que il est quand même vachement irrégulier, il a quand même pas mal de gestes superflus dans beaucoup de rencontres et il n'a pas marqué depuis longtemps. Mais ce qui est essentiel pour lui, je pense, c'est d'avoir un positionnement qui est le sien, jouer en pointe de l'attaque comme il fait souvent, ça lui va pas. À gauche ou même en soutien d'un attaquant, je le trouve bien plus performant et peut-être ce replacement pourrait lui faire du bien. Hugo, quel est ton avis sur ce joueur? Je suis pas du tout d'accord avec toi, Thibaut. Oui. Pour moi, déjà, sa régularité, c'est un gros problème. Tu le concèdes, je suis d'accord. Il n'avait plus marqué depuis 4 mois. Voilà, quand même. Et encore son but d'hier, contré. Un peu dû à la chance, je suis d'accord. Et moi, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous voyez pas dans Memphis des similitudes avec un peu Balotelli? Balotelli, il a des références quand même, il a déjà joué. Ouais, mais Balotelli, je vois un peu Depay faire une carrière à la Balotelli. Inversé, du coup. Tu le vois où? Tu trouves qu'il s'est vraiment imposé dans un club, Balotelli? Il s'est rendu indispensable dans un club? Non, bien sûr, non. Non, c'est deux gros égos. Memphis, il a un égo énorme, comme un peu Balotelli. Et je le vois pas s'imposer dans un club. Mais moi, déjà pour cette raison, et parce qu'il a pas un niveau exceptionnel. Ouais, mais là, j'ai l'impression qu'il est en régression depuis son passage à Manchester United. Oui, non, c'est clair. Balotelli a quand même frappé les esprits à des moments dans des clubs. Quand il met par exemple son doublé là, en demi-finale de l'Euro contre l'Allemagne, tu sais, et même, il y a des matchs en club où je me souviens je crois que c'était le 6-1 avec United. Enfin, tu vois. Non, mais même Depay. Depay, tu donnes des matchs références avec Depay United. En sélection, il est très bon aussi. C'est pas le souci. On parle quand même d'un excellent joueur. Mais faire une carrière de top joueur comme Thibaut le disait tout à l'heure, je trouve ça complètement inconcevable. Parce qu'actuellement, tu le mets dans quel classement des Il est même pas meilleur joueur de Lyon. Moi, tu vois, par exemple, c'est un joueur que je verrais parfaitement évoluer à Manchester United. Retourner là-bas, ce serait vraiment parfait. Il colle parfaitement à l'image du club. Il aurait vraiment le talent pour, et ce serait parfait. Il a peut-être un peu payé le fait que Mourinho soit l'entraîneur là-bas. Mais là, comme tu l'avais dit tout à l'heure, son problème, c'est sa régularité. Oui, mais justement, il lui faut de la motivation. Être dans un grand club, ça le pousserait. Mais là, regarde, Lyon, peut-être qu'il est parti trop Lyon jeune se retrouve en Ligue des Champions, tu joues le Barça, ça doit te motiver, ça, normalement, quand même. Mais ça, c'est... S'il n'arrive pas après, il paye aussi le fait qu'autour de lui, ce soit pas au niveau non plus, et qu'il y a un gros manque de régularité aussi, à l'image de Depay. Par exemple, contre le Barça, il a pas touché de ballon, mais est-ce que c'est vraiment que sa faute? Je pense pas. Ouais. Eh ben, écoute, merci à vous pour vos avis sur Memphis ouvert à voir dans les années. Très ouvert, qui fait top jaser, joueur, je crois que Thibaut avis tranché. Thibaut, avis tranché, il a le droit d'avoir son avis. Moi, je respecte Thibaut Kiribel. Un peu mon neveu. Bravo. Ouais, on enchaîne en tout cas. Juste avant, un petit interlude musical, puisque le mot interlude est masculin, il faut le préciser. La 27e journée de Ligue 1, c'est ce week-end. 8 matchs au programme. Il y en a 2 qui sont reportés avec les manifestations des Gilets jaunes. Samedi, Caen, Paris Saint-Germain, ce sera à 17h. 2 matchs à 20h avec Angers-Monaco et Reims-Amiens. Dimanche, 5 rencontres. Guingamp-Nantes, Lille-Dijon, Nice-Strasbourg. Ces 3 matchs auront lieu à 15h. Lyon-Toulouse à 17h. Et enfin, en apogée un petit peu de cette 21e journée, en apothéose, Marseille-Saint-Etienne, ou plutôt un match effectivement décisif. C'est l'heure de faire une petite pause musicale. J'avais envie de vous faire écouter, messieurs, l'hymne de l'Atlético de Madrid, dont je suis totalement fan. On l'écoute tout de suite.
Ne bougez pas, c'est le SG Football Academy. Porque siempre la afición se estremece con pasión cuando quedas entre todos campeón. Y se ve frente al balón a un equipo de verdad que esta tarde de ambiente llenará. Yo me voy al Manzanares, al estadio Vicente Calderón, donde acuden a millares los que gustan de un fútbol de emoción. Porque luchan como hermanos, defendiendo sus colores, con un juego noble y sano, derrochando coraje y corazón. Atleti, Atleti, Atlético de Madrid. Atleti, Atleti, Atlético de Madrid. Jugando, ganando, peleas como el mejor, porque siempre la afición se estremece con pasión cuando quedas entre todos campeón. Y se ve frente al balón a un equipo de verdad que esta tarde de ambiente llenará. Yo me voy al Manzanares, al estadio Vicente Calderón, donde acuden a millares los que gustan de un fútbol de emoción, porque luchan como hermanos, defendiendo sus colores, con un juego noble y sano, derrochando coraje y corazón. Atleti, Atleti, Atlético de Madrid. Atleti, Atleti, Atlético de Madrid. Jugando, ganando, peleas como el mejor, porque siempre la afición se estremece con pasión cuando quedas entre todos campeón. Y se ve frente al balón a un equipo de verdad que esta tarde de ambiente llenará. Très bel hymne, l'Atlético de Madrid. Voilà, c'est l'heure tout de suite de passer au billet d'humeur. J'ai la tête, regarde cette putain de caméra, champion du monde de mes couilles là. Ça me bat les couilles de vos critères. On peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh, Guigui, il y a d'humeur. Et toi, qu'est-ce que tu branles toi? Très beau jingle. Antoine, tu voulais nous parler de la tristesse actuelle du journalisme français. On t'écoute. C'est ça, pour ce premier Guillet d'humeur, je voulais donc vous parler de la tristesse du journalisme sportif français en général. Alors c'est un sujet qui me taraude depuis quelques temps, puis le débat Mbappé est-il le meilleur joueur du monde sur beIN dans l'émission Le Tribunal du Sport ce week-end, ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc on va débriefer tout ça avant de passer à un débat, je l'espère, un peu plus constructif, messieurs. Bien sûr. T'annonces la couleur déjà. J'annonce la couleur déjà. Alors je préfère prévenir avant de commencer, je prends l'exemple de beIN parce que c'est le thème du débat du jour et que c'est le dernier exemple en date. Mais ça n'enlève en rien le manque de talent de l'équipe du soir, de Pascal Praud et autres Christophe Dugarry. D'ailleurs, Christophe Dugarry, qui a réussi l'exploit en plus de faire une carrière de joueur médiocre, de faire pire sur les émissions télé. C'est assez rare. La dernière fois que c'est arrivé, c'était avec David Ginola. Ouais, ça. Donc pour commencer, on part du sujet. Alors même si on ne peut pas détrôner le Ginobili est-il le meilleur joueur blanc de l'histoire de la NBA,
Mbappé est-il le meilleur joueur du monde? On est pas mal quand même, hein. Comme l'a dit Xavier Bosson, qui entre parenthèses est le seul qui a tenu la route sur le débat, hein. Qui est un chroniqueur et NBA en C'est plus. un chroniqueur NBA en plus. Donc comme il l'a dit, le sujet c'est une blague. À quel moment peut-on se dire que Mbappé est le meilleur joueur du monde quand on voit les prestations des autres joueurs? Et même de se demander qui est le meilleur joueur du monde. Sérieux, on dirait un sujet de l'équipe du soir, tu sais, celui où ils sont tous en train de transpirer là, Otanabi, Djellit et Grégory Schneider qui joue puriste. Ouais. Non mais hormis ça, on peut se dire, si on journaliste de sport, ils tiennent la route un minimum. Donc il y a un type, je sais plus son nom, hein, désolé, mais celui qui défend de Mbappé, il parle John Ferrer, c'est ça? C'est John Ferrer, c'est John exactement Ferrer. lui. Non mais Celui qui défend Mbappé, il parle à 90% de stats. Alors tu vois, ça aussi, c'est le genre de truc qui me gonfle, quoi. C'est l'expression même de la méconnaissance sportive. Je suis pas contre les stats pour illustrer un point de vue ou même une idée, tu vois, mais pas en tant qu'argument pur. Et ça, c'est le souci aujourd'hui, c'est que c'est le vice même du journalisme. C'est-à-dire, on cherche même plus d'arguments, on analyse même plus le jeu, c'est le stat. C'est ouais, les stats, lui il a des bonnes stats, ok, c'est un bon joueur. On cherche pas à voir ce qu'il apporte au jeu, tu vois. Par exemple, un exemple tout bête, mais tu prends la saison dernière de Luis Gustavo. Il fait pas des stats énormissimes. Niveau but, passe décisive, il fait pas des stats énormissimes, mais ce qu'il apporte au jeu marseillais sur la saison dernière, c'est exceptionnel. C'est un petit peu comme N'Golo Kanté quand tu regardes, qui marque pas beaucoup, Voilà, il fait pas beaucoup de passes c'est ça. décisives et pourtant qui travaille. ou Griezmann, sa c'est- Coupe du Monde qui s'est résumée à la chanson de VG Dream, Griezmann penalty. Aussi, ouais. C'est Non, ça, mais en malheureusement. fait, il n'y a plus que les stats qui comptent aujourd'hui, et c'est ce qui est dommage, tu vois. Donc c'est soit ça, soit des analyses de comptoir, malheureusement. Mais ce qui est aussi malheureux à constater, ça a été remarqué sur Twitter. C'est comme tu disais, Florian, c'est que le seul consultant qui tient la route dans une émission de foot, c'est l'expert NBA. Il est entouré de pseudo-experts foot, le gars. Donc voilà, je fais une bise à Xavier Bosson, je l'embrasse. Votion, c'est Votion, non? Xavier Votion, Ouais. désolé, j'ai écorché son nom. Je le remercie d'avoir Antoine. haussé un peu le niveau, hein. On a compris que c'était pas la présentatrice qui allait le faire. Alors qu'il est pareil qu'il est en train de s'étouffer avec le gourdin de Mbappé là. Oh là Alors là ça là. aussi. Ça aussi, ça m'a On impressionné. on censurera. C'est un débat, mais on peut pas donner un avis contradictoire. Tu vois, en gros, on suit le mouvement, c'est parti. C'est grosse sucerie sur Mbappé parce que c'est la mode en ce moment. Enchaîne, Mbappé, Antoine, enchaîne. Mbappé est le meilleur joueur du monde en ce moment, donc apparemment, donc voilà, faut respecter, il faut pas donner d'avis contraire. Donc on peut plus toucher, c'est un saint, le gars, on peut plus le toucher. Non, plus sérieusement, quand on regarde les journalistes sportifs français, qui est le journalisme que tout le monde connaît aujourd'hui en France? Pierre Manès. Pierre Ménès. C'est exactement ça. C'est celui que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télé, c'est le type qui a le plus de visibilité. Alors qu'on est d'accord, c'est quand même l'étendard de la tristesse footballistique, le mec. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est des analyses de comptoir à tout va, il n'y a rien du tout. Il y a quand même peu quelques aigri, analyses pertinentes. Ouais, il est aigri, mais aigri. il n'en Non, est pas là à parce part qu'il clasher, y a tout. rien du tout. Oh, t'es sévère, Antoine. Mais enchaîne. C'est Guy Dubert, c'est Guy Dubert. Enchaîne. Non, mais c'est malheureux, surtout quand on voit qu'en Angleterre, les types, ils sont quand même des Neville, tu vois, des Steven Gerrard, des Frank Lampard, des légendes. Gary Lineker. Voilà. En Espagne, tu vois, ils ont Mitchell, donc bon, on va pas trop se plaindre non plus. Mais bref, tout ça pour dire quoi? Eh bien, tout simplement que le journalisme sportif français, actuellement, il est pas à son meilleur niveau. Et que Thierry Roland et Thierry Gilardi se retournent sûrement dans leur tombe alors qu'il est, paix à leur âme, hein, d'ailleurs. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère cependant que le débat à suivre va relever le niveau. Merci beaucoup Antoine, avis très tranché décidément ce soir. En tout cas, tu nous as introduit ce débat puisque effectivement il y a eu des débats enflammés cette semaine à propos du meilleur joueur français à l'heure actuelle. C'est Beansport, comme tu l'as dit, qui avait fait un sondage posant la question: Kylian Mbappé est-il le meilleur joueur du monde? Alors avant de se demander si Mbappé est le meilleur joueur du monde, on va se demander s'il est le meilleur joueur français. C'est tout de suite, c'est le débat. Ah, c'est incroyable qu'il accorde penalty là-dessus. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud. Alors chacun d'entre vous, messieurs, Hugo, Thibaut, Michel, vous allez défendre pendant 1 minute celui que vous pensez être le meilleur joueur français à l'heure actuelle. Et on débattra ensuite du point de vue de chacun. À qui je vais laisser l'honneur pour commencer? Je vais laisser l'honneur à Thibaut Kerbel. Thibaut, tu vas défendre Antoine Griezmann. C'est exactement ça. Thibaut, tu as 1 minute pour nous expliquer pourquoi c'est le meilleur joueur français actuellement. Bon, évidemment, si on doit parler du meilleur joueur français, ça va tourner autour de 3 noms: Mbappé, Griezmann et forcément Benzema. Si on se penche sur les statistiques, comme disait Antoine, qui sont justement le pire des arguments, Mbappé est monstrueux, hein, 22 buts, 5 passes en 20 matchs, c'est colossal. Du côté de Griezmann, 12 buts et 7 passes en 25 matchs, il n'est pas en reste. Mais donc voilà, si on se fie uniquement aux stats, on serait tenté de dire que Mbappé fait une saison colossale.
ce qui est le cas, et qu'il est probablement le meilleur joueur de ce début de saison. Mais quand on regarde les matchs du PSG, on voit qu'il y a quand même énormément de déchets dans le jeu de Kylian Mbappé. Il suffit de regarder le dernier match de Paris contre Nîmes. D'un point de vue comptable, Mbappé met 2 buts. 2 buts, c'est très bien. Mais à côté de ça, il rate au moins 5 voire 6 occasions franches qu'il aurait dû très honnêtement transformer. Le meilleur joueur français de ce début de saison doit transformer ce genre d'occasion. Et de l'autre côté, Griezmann, il met peut-être moins de buts, mais en termes d'efficacité, c'est incomparable. Et puis, si on se penche sur l'influence du joueur sur le jeu de son équipe, on voit bien que Griezmann est le chef d'orchestre d'un top club espagnol, alors que Mbappé est un grand atout offensif, certes, d'un top club français. Donc, il ne joue pas dans la même catégorie. Bon, c'est ton avis, Thibaut. Hugo, pour toi, tu vas défendre Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid. Ouais, je vais reprendre d'ailleurs, je vais rebondir sur les propos de Thibaut qui dit que Griezmann est le chef d'orchestre d'une top équipe espagnole. C'est le cas de Benzema aujourd'hui au Real Madrid. Dans le jeu de son équipe, il est un des seuls qui crée des décalages en dézonant. Il l'a toujours fait d'ailleurs. Et c'est ce qui peut occulter aussi certaines performances, puisque au niveau des stats, ça ne se voit pas. Quand Ronaldo était là, il était encore plus dans l'ombre, puisqu'il fallait jouer pour Ronaldo. Et aujourd'hui, Benzema, c'est le leader de cette attaque, un peu comme tu l'as dit aussi, Kylian Mbappé. Il met beaucoup de buts. Mine de rien, voilà, il y a des similitudes avec Griezmann dans une approche du football un peu plus dans le plaisir, dans la beauté. Il l'a dit dans une interview récemment, je le cite, je reste persuadé que l'on peut être décisif tout en jouant beau. Les gens veulent prendre du plaisir et ils ne viennent pas au stade pour les stats. Et je trouve que c'est une belle vision du foot et que ça démontre qu'il a non seulement la tête sur les épaules et qu'il est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur français. Merci à toi Hugo. Et enfin, désormais Michel, tu vas nous défendre Mbappé. Pourquoi est-il pour toi le meilleur joueur français à l'heure actuelle? Je t'écoute. Je pense que ça va faire réagir ensuite Thibaut et Hugo. Déjà, je trouve que le débat il est un peu débile parce que c'est pas le même poste. Mais moi, je choisis Mbappé parce que désolé Antoine Guillet pour cela, mais je vais parler des stats. Mbappé au niveau des stats c'est quand même énorme, 22 buts. Tu disais Thibaut qu'il a loupé beaucoup d'actions, mais il peut pas mettre non plus 6 buts. Messi met pas 6 buts par jour alors que c'est certainement en ce moment le meilleur joueur du monde. Il en met quand même 2, il en est à 22 en Ligue 1 sans tirer les pénaltys. Messi les loupe en tout cas. Donc ce que j'aime beaucoup chez Mbappé, c'est qu'il s'adapte. Mbappé il s'adapte. Il n'y a pas Cavani, il n'y a pas Neymar, c'est pas grave, on met Mbappé en pointe. Et Mbappé, il marque encore. Il marque pas contre les petits clubs, il marque contre United en Ligue des Champions. Il est là et ça donne beaucoup de possibilités à Tuchel et ça pourra en donner aussi à Didier Deschamps dans le futur. Ce que je reproche moi à Griezmann, malgré que ce soit un joueur fabuleux et qu'il ait des performances extraordinaires encore cette année et encore face à la Juve la semaine dernière, ce que je reproche à Antoine Griezmann, c'est qu'il a du mal, je trouve, avec des attaquants qui sont moins percutants comme Diego Costa ou Giroud, avec Morata par exemple. Merci Michel. Eh bien, on va enchaîner, on va bifurquer à présent sur le débat. Juste avant, messieurs, je voulais avoir vos avis. Dans ce débat, aucun d'entre vous n'a défendu Paul Pogba, qui marche sur l'eau, pourtant actuellement. C'est un autre poste aussi. Manchester United. On parle de joueur ou de poste? Ouais. Pogba, est-ce qu'il était défendable, Hugo, par exemple? C'est compliqué. Après, il est dans une équipe aussi où il n'y a pas grand monde autour de lui. Contrairement à Mbappé, Griezmann et Benzema qui sont dans des clubs qui sont en pleine bourre, même si le Real c'est un peu compliqué, on aura le temps d'en parler après. Mais non, je trouve qu'il n'avait pas sa place dans ce débat. D'accord, c'est ton avis. En tout cas, qu'il soit un des meilleurs français. Et le meilleur milieu français sans doute. Ouais, sans doute. Hugo, Thibaut, vous avez défendu chacun Benzema, Griezmann. On entend effectivement beaucoup plus parler en France, en tout cas, de Kylian Mbappé. Est-ce que vous ne trouvez pas que, Michel, même je te pose la question, est-ce que vous ne trouvez pas que ces deux joueurs, Antoine Griezmann, Karim Benzema, sont sous-cotés par une bonne partie de la France aujourd'hui? Mais après, il y a des choses qui rentrent en jeu, comme le fait qu'Mbappé ait que 20 ans. C'est un peu la coqueluche française, voilà, l'étoile montante. C'est une performance énorme, ce qu'il fait Mbappé, c'est énorme. Oui, mais c'est pour ça aussi qu'il est plus mis en valeur, c'est parce que c'est un jeune, c'est la nouvelle génération qui arrive, qui arrive avec, en ayant gagné une Coupe du Monde déjà à 20 ans, alors que voilà, Griezmann et Benzema, c'est des joueurs qu'on a l'habitude de voir, qu'on a déjà beaucoup vus. Ah non, je te rejoins là-dessus, mais quand on a des gens qui résument, par exemple, la Coupe du Monde d'Antoine Griezmann à des pénaltys ou des gens qui... mais ça, c'est dans l'imaginaire collectif. C'est créé justement par le fait que Mbappé, comme je t'ai dit, soit un peu la coqueluche, contrairement à des joueurs plus anciens. Et que Benzema, il a un traitement médiatique qui est quand même un peu compliqué depuis le début de sa carrière. Surtout en France.
surtout en France. Ouais. Et donc ça fait que voilà, Et aujourd'hui, forcément. tu penses qu'aujourd'hui, sous prétexte qu'on a Mbappé qui arrive et tout, qui est la nouvelle. Et Mbappé marque des buts, contrairement au jeu de Griezmann qui est plus axé sur voilà, la passe décisive, le jeu plutôt en pivot, en dézonant, comme Benzema d'ailleurs. Alors que Mbappé, voilà, c'est un joueur qui met beaucoup de buts, déjà 20 en Ligue 1 cette saison. Meilleur C'est buteur. déjà énorme. Ouais. Est-ce qu'il deviendra un jour, qu'est-ce qu'il va devenir Mbappé un jour? Est-ce qu'il deviendra tu un jour penses le qu'il va meilleur devenir joueur le meilleur français de joueur français l'histoire? C'est la question. Bon, déjà avant ça, je pense qu'il va devenir le meilleur buteur de l'équipe de France. Ouais, bah, il est bien parti pour. Ouais. D'ici, je pense pas si longtemps que ça. Mais par contre, pour devenir le meilleur joueur français de l'histoire, ça me semble compliqué. À côté de têtes comme Platini, comme Zidane, enfin, ça me semble très compliqué. Oui, il a que 20 ans, certes. Mais en fait, comment dire, je vois pas Mbappé capable de faire encore une fois, on parle de lui, il a que 20 ans, mais je le vois pas capable de faire des gestes qui rentrent dans l'histoire. Par exemple, quand on pense à Zidane, on pense à sa reprise de volée en 2002 contre Leverkusen en finale de Ligue des Champions, c'est monumental. Et pour l'instant, c'est un jeu beaucoup moins spectaculaire. Oui, voilà. Et puis pour l'instant, tu vois, je vois mal une accélération face à Xavier Chavalra rentrer dans l'histoire. C'est ce que je veux dire. Ouais, mais l'accélération face à l'Argentine, par exemple, le but en finale de ça a Coupe marqué du Monde. un temps. Ça a marqué un temps. Pendant un mois, ça a fait son buzz. On a dit waouh. Peut-être que cette année Mbappé va répéter sans Ligue des Champions, hein. On sait pas. Et peut-être que voilà. Mais oui, mais est-ce que tu penses qu'une accélération peut rentrer dans l'histoire? Celle d'Argentine est pas loin de. Bien sûr que non. Elle est déjà oubliée. Tout le monde l'a oubliée. Ah, moi je l'ai pas oublié. Non, Thibaut. T'es dur, non? Moi je pense sincèrement que, enfin c'est pas, en tout cas son profil de joueur peut évoluer, mais actuellement son profil de joueur, dans le profil c'est beaucoup moins spectaculaire. Voilà, c'est moins si tu compares par exemple avec un Dembélé, Dembélé c'est un joueur, voilà, c'est le joueur qui le terrain c'est son jardin, quoi. Il s'éclate, on l'a vu encore hier, il a cassé les chevilles de Carvajal. Alors qu'il n'a pas fait un super match, on en reparlera tout à l'heure, mais ouais, en termes de profil, Dembélé me fait plus frissonner qu'Mbappé. Je suis bien d'accord avec toi. Moi je voudrais faire une petite comparaison entre Mbappé et Cristiano Ronaldo, parce que Mbappé quand il est arrivé au PSG l'année dernière il marquait moins, et j'ai l'impression que cette année il est plus en mode tueur comme, voilà, c'est ça. Exactement, moi j'ai comme exactement Ronaldo. ce sentiment. À Manchester c'était vraiment un joueur spectaculaire comme Mbappé à Monaco qui driblait, et là maintenant c'est vraiment le but, mais même sur Twitter il demandait à la Ligue de lui donner le CSC de là, il a un ratio de plus d'un but par match, hein. Exactement. Voilà. Enfin, en tout cas, on peut s'estimer heureux, messieurs, plutôt que de débattre sur qui est le meilleur joueur français actuellement, de se dire que ces trois joueurs, Benzema, Griezmann, Mbappé, sont français. Voilà, par exemple, si on était gabonais, je pense qu'on pourrait pas avoir de débat sur le meilleur joueur de. Voilà, ce serait facile. Aubameyang, il n'y a pas de truc à côté, quoi. Enfin, t'es au Gabon, t'as Lemina aussi. Bref. Messieurs, on va tout de suite passer au championnat espagnol, plutôt la coupe, l'Espagne, puisque hier c'était exactement la Copa. On a un jingle d'ailleurs en régie. C'est le jingle espagnol. Messi pour le troisième but pour le Barça, incroyable. Et on revient sur le Classico et la victoire du Barça 3-0 hier sur la pelouse du Real Madrid en demi-finale retour de la Coupe du Roi. Doublé de Suarez, but de Varane contre son camp. Il y avait eu un partout à l'aller, donc le Barça est qualifié pour la finale de la Coupe du Roi. C'est la 6e fois d'affilée, puisque le Barça est quadruple tenant du titre. Tout de même solide. Le FC Barcelone. Une demi-finale hier soir nettement dominée pourtant par le Real Madrid. 14 tirs à 4. Un Barça ultra réaliste. Alors est-ce qu'on peut parler, Michel, de hold-up pour cette victoire barcelonaise? Mais totalement un hold-up, mais c'est surtout une leçon de réalisme. Mais il manque. C'est ça, 14 tirs à 4. On en parle, de toute façon, il manque un buteur au Real Madrid. Benzema est un très bon joueur, mais c'est pas un buteur dans l'âme, c'est pas un numéro 9. Et il manque ce Cristiano Ronaldo qui mettait ses 50 buts par saison parce que personne ne l'aimait. Vinicius est un super joueur, mais pour l'instant, ça pêche encore à la finition. Hugo, t'es d'accord? Ouais, hold-up? Hold-up, et ça me désole en tant que supporter du Barça de voir le Barça faire des matchs comme ça, même si y a la victoire au bout. Et c'est ce qui fait aussi de ce club un club particulier, c'est que même en gagnant 3-0 chez l'ennemi juré et en se qualifiant pour une finale de coupe, la 5e d'affilée, il y a quand même chez les supporters toujours cette volonté de voir du jeu, pas de voir la bouillie qu'on a vue hier, quoi. Alors le Real recevra de nouveau le Barça, ce sera samedi, cette fois en championnat à 20h45. Ça semble être la dernière chance de titre pour le Real, puisque le Real est à 9 points du Barça. Il se retrouverait donc à 12 points en cas de défaite. Le Real donc éliminé en Coupe du Roi, toujours en lice pour la Ligue des Champions, même si d'autres équipes impressionnent plus. Alors est-ce qu'on se dirige vers une saison blanche pour le Real, Michel? C'est fort probable. Après, le Real reste. Il y a eu la Coupe du Monde des clubs tout de même, mais à part ça, est-ce que...
Je pense que Tu le Real, l'avais oublié celle-là. le Real reste le Real quand même. Il ne faut pas oublier qu'il reste sur 3 Ligues des Champions. Bon, chercher la 4e, ça va être compliqué, mais on ne sait jamais. Donc, dans l'histoire du club, c'est vraiment cette compétition, elle est ancrée. Du coup, pourquoi pas aller la chercher, aller au bout. Chaque année, on pense qu'ils vont pas y aller parce qu'ils jouent pas bien. Ils volent chaque année le Bayern, par exemple, en demi-finale. Mais ils vont au bout à chaque fois. Pourquoi pas? Thibaut. Une question à vous poser, Michel et Hugo. Est-ce que vous pensez que, donc sans gagner le championnat, sans gagner de coupe, mais en gagnant la Ligue des Champions, est-ce que ça sauverait la saison du Real? Est-ce que Totalement. Vous le pensez quand même? Totalement. Une 4e Ligue des Champions de suite, d'affilée. ce serait- Déjà, 3 Ligues des Champions, c'est un record. Oui. Ouais, mais c'est ce qu'ils ont fait l'année accuser dernière, non un tel non, retard l'année face au FC Barcelone, prendre des petites roustes, quand même 3-0 à domicile. L'année dernière, Parce que la Ligue des saison. Champions, ça efface tout. Je sais pas, Michel, toi en tant que supporter, mais l'année dernière, je pense que la saison du Real a été considérée comme bonne. Bah oui, mais parce qu'au Real Madrid, j'ai l'impression quand même que la Ligue des Champions est plus importante que Ouais. le championnat d'Espagne. Le Classico, c'est un match à part, il faut le gagner, mais le championnat, si tu gagnes pas, mais que tu gagnes la Ligue des Champions, tout est oublié au Real Madrid. Contrairement au Barça, un peu, où le championnat monopolise toute l'attention depuis les dernières années. Mais est-ce qu'ils échangeraient pas le championnat contre la Ligue des Champions, le Barça? Cette année, je pense que oui. Cette année, je pense que oui. Messi l'a dit en début de saison qu'ils allaient tout faire. Et j'ai peur que ce soit un peu 4 ans, mal parti, Barça. même si Je ça, les vois ça pas du reste tout ouvert. s'imposer au bout, le Barça. Ça reste ouvert. Alors justement, on a parlé du Real. Le Barça est encore en lice dans toutes les compétitions qu'il dispute, en lice pour un quadruplé. Super Coupe d'Espagne, Coupe d'Espagne, Ligue des Champions, Championnat. Est-ce que tu penses, Thibaut, que le Barça est capable d'aller chercher ce quadruplé, ou alors non, tu vois des équipes qui sont meilleures en Ligue des Champions? Concernant les 3 titres espagnols, moi je suis pas vraiment un spécialiste de la Liga, mais concernant la Ligue des Champions, par contre, ça me semble plus que compliqué et je pense que ça va vraiment pas être le cas. Je vois même justement plus le Real en position d'aller gagner la Ligue des Champions plutôt que le Barça. Je sais pas ce que t'en penses, Hugo. Mais... Ouais. Je les mets un peu au même niveau en Ligue des Champions. Même si on a vu que le Real a quand même bien galéré. C'était poussif contre d'aller l'Ajax. gagner, on voit à Barça l'Ajax. faire 0-0 contre Lyon. Mais même en tant que supporter, j'ai très peur de l'élimination du Barça. Face à Lyon. Contre Lyon. Ah ouais. Ouais. Non, mais moi Ouais, aussi, carrément. je crois que Lyon est capable de le faire. Quand je vois ce que propose le Barça depuis le début de la saison et depuis que Valverde est là. Tu sens qu'ils sont capables de perdre n'importe quel match en fait. Ils sont capables mais d'aller regarde mettre... l'année dernière. Voilà, C'est à 4-1 pareil à, que 4-1 l'année à domicile Voilà. contre la Roma. Ils sont remontés. C'était gagné, c'était plié. Et ils se prennent 3-0 à Rome. Donc non, je pense que c'est ouvert. Mais après, est-ce qu'il y a vraiment une équipe qui sort du lot cette année en Ligue des Champions? Je crois pas. C'est très ouvert, Même on voit que cette City, Ouais, City est prenable. Ils ont failli perdre à Schalke. Mais il y avait la Juve quand même avant leur déconvenue à Atletico. Oui, mais on voit que. Il y a le Paris Saint-Germain. Bon, on s'éloigne en tout Ouais, cas un mine de petit rien. peu, C'est vrai. messieurs, puisque c'était un débat Barcelone-Real Madrid. Je rappelle tout à que fait, le vrai. match de Real-Barça, ce sera samedi 20h45 sur Beansport. Deuxième classico en 3 jours. Voilà, c'est l'heure tout de suite de passer aux 4 infos de la semaine. On n'a pas de jingle là-dessus. C'est avant le quiz. Je vais vous faire réagir, messieurs, tout simplement sur les 4 infos qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Je profite de cette petite appellation des 4 infos pour vous rappeler qu'elles sont publiées chaque jour sur notre compte Twitter. Les 4 infos du jour. Allez-y, ESJ-du 8 FA. Voilà, sur Twitter. Underscore, voilà. Bravo pour la petite appellation anglophone. En tout cas, voilà les 4 infos de la semaine. La première, messieurs, que j'ai à vous proposer. Thibaut, tu voulais réagir là-dessus. Le FC Nantes a saisi la FIFA pour le règlement du transfert d'Emiliano Sala. Alors en fait, Nantes et Cardiff s'étaient mis d'accord pour que le paiement du transfert se fasse en 3 étapes. La première étape, elle exigeait que Cardiff paye 6 millions d'euros le 26 janvier dernier, donc il y a un mois, à Nantes, soit un tiers du transfert d'Emiliano Sala, et ce paiement n'a pas encore été effectué. C'est pour cette raison que Nantes a saisi la FIFA. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Ça devient quand même un peu morbide, non? C'est assez désolant en fait. Ouais, voilà. D'avoir de telles actions financières autour d'une personne qui est malheureusement décédée. Mais Cardiff est dans le tort. Cardiff est dans le tort, c'est-à-dire qu'on comprend parfaitement leur situation. Ils allaient consacrer quand même une énorme somme financière, pour s'acheter Emiliano Sala et bon, malheureusement il est arrivé ce qui est arrivé, mais ils se sont engagés, le contrat est signé. à payer. Voilà, le contrat est signé. Il faut aller au bout de leur engagement. Donc, Et les règles sont les règles. Enfin voilà, Ouais. malheureusement, Mais non, mais c'est c'est vrai ça. que c'est. Je pense que ça se fera au final.
Le paiement. non, mais c'est Oui, obligé, bah, de c'est toute façon, obligé. ils sont obligés. Mais carrément. c'est assez désolant. Mais qu'on ils se trouve attendaient, dans une ils telle attendaient le situation, rapport en de fait. l'enquête pour payer. Oui, c'est ça. Et voilà, et Nantes, là, le paiement arrive toujours pas un mois après, donc ils ont saisi la FIFA. L'autre info de la semaine, messieurs, c'est Claude Puel qui est licencié par Leicester. L'entraîneur français paye les mauvais résultats des Foxes, licencié après 6 défaites en 7 matchs, dont une élimination en coupe par Newport club de 4ème division. Quand même, ils perdent 2-1 Leicester. C'est Brendan Rodgers qui lui succède. Voilà. Abu Dhabi également dans l'actu cette semaine. Il met fin à sa carrière. Le pauvre. 216 matchs disputés entre 2004 et 2017. Combien de blessures à ton avis, Thibaut? Un chiffre comme ça. Combien de Non, mais blessures? c'est désolant, je sais pas, 10 43 blessures. 43 Non, mais blessures il a pas été épargné, en 13 ans. c'est Il a terrible. pas. Il était promis pourtant un bel avenir à Abu Dhabi et sa carrière a été gâchée par les blessures. Hugo, tu diras pas le contraire. Non, c'est vrai que j'ai vu un tweet l'autre jour qui m'a fait sourire, que sans les blessures, Abu Dhabi avait 10 Pogba dans chaque jambe. C'est peut-être un peu exagéré, mais je pense qu'il aspirait à une belle carrière, c'est très dommage. Et puis une dernière petite information, Karim Benzema cambriolé pendant le Classico hier. Décidément, voilà, ça n'arrête pas avec les footballeurs. Il y a eu Thiago Silva, Sadio Mané, Memphis Depay, Lucas Touzard, Eric Maxime Choupo-Moting. Thibaut, dis-nous que t'es derrière tout ça. Je ne peux rien te cacher, frère. Décidément. Non, mais c'est quand même... on trouve... voilà, il y a une mafia anti-footballeur ou... on peut se poser des questions. C'est chelou. déjà arrivé avant. Enfin, Ouais, c'est j'ai vrai. pas le souvenir que ce soit inédit. Ouais, mais Parce là, qu'il y a eu une autant, vague de ces derniers temps, quand même, cambriolage il y a une dans vague. C'est on des peut- gens qui se disent oh, il y a un bon filon, on va en Ouais. profiter. Ah bah, je pense que c'est un bon T'as film. l'air d'avoir des Maison contacts Benzema, dans ouais. le milieu, hein, Hugo. Non, mais c'est terrible. C'est assez troublant. Et puis, Un vrai bandit. il y a l'information qui me parvient, la l'AFP qui vient de me le signaler. C'est Jordi Alba qui prolonge au Barça jusqu'en 2024. 2024. Hugo, bonne nouvelle pour le Barça quand même, Jordi Excellente Alba. nouvelle, un cadre, la L'un des mobilette. meilleurs latéraux Il fait une de ses meilleures gauche. saisons, tout simplement. Et Toujours cette complémentarité avec Messi. on se demande d'ailleurs si c'est pas un prolongement du cerveau de Messi, Jordi Alba. Ouais, C'est ce que disait Omar Da Fonseca, je suis assez d'accord avec lui. On a alors est-ce que l'impression c'est le Messi meilleur latéral dirige gauche Alba. d'Europe? Est-ce que c'est le meilleur latéral gauche d'Europe depuis quelques temps maintenant quand même? Ouais, avec Robertson peut-être. Robertson aussi, moi je suis fan. Mais bon, c'est pas le Le débat. rendement de Jordi Alba est assez impressionnant. Voilà, donc il prolonge 5 ans au FC Barcelone. C'était les infos de la semaine. Tout de suite, vous l'attendez à chaque émission, c'est le quiz jingle. Et comment? Le quiz, et aujourd'hui le quiz, le thème c'est quoi? Ce sont les meilleurs buteurs. Meilleur buteur, ça peut être le meilleur buteur d'une compétition, dans l'histoire d'une compétition, ça peut être un meilleur buteur actuel de quelque chose. Enfin, je vais vous poser des questions alors que j'entends la musique qui fait peur. La musique, le suspense, elle est parfaite. Je remercie au passage en régie Simon Bourtambour et Alexandre Salas qui nous font un travail d'enfer. Merci à vous. Première question, allez, c'est la plus large. Messieurs, depuis le début de la saison, qui est le meilleur buteur en Europe? Messi. Bonne réponse, Hugo de Gouzel. Tenant du titre du quiz. Tenant du titre, Hugo. Il démarre bien. Messi, 33 buts, 33 buts avec le Barça, ça fait 1-0. Est-ce qu'on peut compter les points en régie? Il y a un point pour Hugo de Gouzel. Après, peut-être qu'il y aura que Hugo va remporter toutes les questions. Voilà. Franchement. Est-ce que vous avez déjà perdu un quiz, Hugo? C'est la question que... Je sais pas. Bon, possible, faut aller chercher dans les archives. Lina. Deuxième question. Je vous demande, on va faire un tour de table. Tour de table. Ouais. Thibaut, je te demande. Allez, on va démarrer peut par. pas non, on va- m'échapper. Hugo va avoir le premier choix parce qu'il a remporté la première question. Hugo, à la Coupe du Monde 2010, il y a eu 4 meilleurs buteurs. Tu m'en donnes un. Diego Forlan. Forlan, c'est le premier. Hugo, tu marques un point. 2 points pour Hugo de Gouzel. Michel, un deuxième. David Villa. David Villa. Point pour Michel Iribarren en régie. On note. Je Thibaut vais Caribel. tenter Miroslav Klose. Miroslav Klose. C'est une mauvaise réponse. Aïe, aïe, aïe. Il reste plus que Hugo et Michel finalement pour ce. Hugo, peut-être un nom. La classe espagnole. Un Allemand. Je te donne un indice. Ah, je l'ai. Thomas Müller. Thomas Müller. Hugo marque un point. Michel, le dernier, c'est un Néerlandais. Van Persie. C'est pas Van Robben. Persie. C'est pas Robben. Ah, Schneider. Non, c'était à Michel. Parce que je l'ai décidé. C'est voilà. Michel. Bon, voilà. Il te l'a donné. Le point ne comptera pas. Ça fait quand même 2 points pour Hugo. Wesley 1 point Schneider. pour Michel. Question. Le meilleur buteur, messieurs, de la Première Ligue cette saison. Agüero. Agüero, bonne réponse, Michel. Il a répondu plus vite que son nombre. Et il égalise. Du coup, non? Non, 3-2. Non, 3-2. Enfin, 3-2. c'est Alexandre Salas qui me dit 3. Je suis un peu à la traîne, Flo. Thibaut, t'es à la traîne, Ouais. Exactement. On va se reprendre. Messieurs, donnez-moi le meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue 1.
Bernard Lacombe. Je l'avais 255 buts. Ouais, mais c'était pas la question. Je sais. Il a répondu. Hugo Degouzel qui marque le point. Bravo Hugo. Bravo à toi. C'est un son à présent. C'est pas du tout un meilleur buteur, c'est un son. Le concept évolue. Messieurs, je vous laisse écouter ce joueur. À vous de le deviner. Le premier qui me lâche le nom marque 2 points. Oui. 2 points. Quelle tension, quelle tension. Non, pas du tout. Je pense que l'âge, voilà, les joueurs, chacun son parcours. Il y a des joueurs qui arrivent à maturité plus jeune, d'autres qui arrivent à maturité un peu plus tard. Donc, je pense que c'est pas un problème. Je pense qu'on est tous des joueurs professionnels, on est tous des compétiteurs. Voilà, chacun a des objectifs. Kenny Lala. Voilà, c'était un joueur qui s'exprimait, un joueur français. Oh là là. D'un club. Pas d'idée. Alors j'ai un championnat d'abord à vous proposer. C'est la Serie A. C'est un buteur, on a dit un buteur. Non, c'est pas un buteur. C'est pas un buteur, c'est un milieu de terrain. Français en Serie A, milieu de terrain français en Serie A. Bakayoko. C'est pas Bakayoko. Verretou. C'est pas Verretou. Et c'est Rick. Oh alors là. Champion du monde, messieurs. Ah, Nzonzi. Nzonzi, bonne réponse. Michel Iribarren qui marque 2 points, qui passe devant Hugo Degouzel. Le fantôme de l'opéra, Nzonzi, hein. J'ai pas raison. Exactement, ça fait 4 partout. Mais entre Hugo Degouzel et Michel Iribarren, Thibaut, t'es toujours à la traîne. J'ai tenté de sauver l'honneur. Ouais. Allez, on repart sur les meilleurs buteurs. Qui est le meilleur buteur de Serie A cette saison? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Oui. Il répond très vite. Hein. Michel, bien joué. T'aurais pas une Michel. question Mon Ligue joueur 2 préféré. 18 buts. Eh bien, justement, j'ai une question Ligue 2. Oh non. Non, j'ai pas de question Si. Ligue 2. J'en ai pas pour l'instant. Oh. Peut-être, elle va tomber. Ce Le sera meilleur ton buteur, moment. c'est Gaëtan Charbonnier. Ce sera- Il va vous le faire savoir. Bref. Un point pour Thibaut, c'était ma Bah, question. j'espère que Il est marche très gratuit. bien. Le point est gratuit, un point pour Thibaut. Bravo, c'était une question. Ouais, ce qui marche très bien. Tu m'as spoilé ma question, Thibaut. On continue sur les meilleurs buteurs. Qui est le meilleur buteur remplaçant de l'histoire de la Première Ligue? En étant remplaçant. Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer. Solskjaer. Oh, Solskjaer, c'est une bonne réponse. Il y en a un deuxième? À vous de me le sortir. Sheringham. Un point pour Michel Iribarren. Non. Il y en a un deuxième, il est français. Un remplaçant. En étant remplaçant. Un joueur qui sort du banc, qui marque souvent en Première Ligue. Qui joue en Première Ligue, toujours actuellement. Français qui joue. Français buteur. Giroud. Ah, Olivier Giroud. Oh là là. Michel Iribarren qui est en train de faire tomber Hugo Degouzel. Hugo De son Degouzel, bientôt piédestal. roi déchu. Peut-être. Messieurs, nouvelle question. Le meilleur buteur de l'histoire de la Bundesliga. Grinder. C'est pas un joueur, Thibaut, ça. Il joue encore. Il ne joue plus depuis bien longtemps. Ah, Gerd Müller. Gerd Müller. Hugo Degouzel qui revient dans le game. Hugo Degouzel qui revient dans ce quiz. Question, messieurs. On est à combien? On est à combien? On là, est à. Alors en régie, est-ce qu'on peut me donner les scores en régie? Plus 1 pour moi. non 7 points pour Michel, 5 points pour Hugo Degouzel et un petit point Accordé de bonne grâce. accordé de. Ah, il était mérité. Ouais, mérité. Messieurs, la France a gagné la Coupe du Monde 98. Qui en a été le meilleur buteur? Henri. Coupe du Monde 98. Non, c'est Non. pas Thierry Henry. Le meilleur buteur de la Coupe du Monde 98. Hugo, tu l'as C'est sur le pas bout un de la Français. langue, c'est pas un Français. Effectivement, vous avez l'indice. C'est un attaquant, il n'est pas français. Il est croate. Il est croate, Hugo. Tu donnes des indices aux Souker. Souker, bonne réponse, Michel Iribarren. Hugo, t'aurais pas dû l'aider. Ouais, non, Tu je l'as me aidé, suis- bon. Non, il fallait que je dise. Ça fait Buteur face à la France en 2000. Fallait hein. que ça avance. exactement, ouais. Et puis il y a eu le doublé ensuite de Thuram. Joueur parisien, hein, Souker, je crois. Je ne sais plus. Vous m'en Allez. dites tant. Je vous fais écouter désormais un petit nouveau joueur en régie. On l'a, le joueur en régie, le deuxième joueur. C'est un autre Français. Et ça vaut 2 points, encore une fois. Écoutez, qui dans cette salle n'a pas fait d'erreur et n'a pas été pardonné. Ça me concerne bien cette phrase en plus. Donc ça fait partie de ma vie et je continuerai à apprendre. Oh là. Qui a déclaré ça? C'est un joueur français, Encore en activité ou pas? encore en activité. C'est même l'un des meilleurs buteurs français depuis le début de la saison, en Europe. Anthony Modeste. Il n'est pas très grand. Ben Yedder. Wissam Ben Yedder. Yes. Ah, bien Et joué. Hugo qui revient. Alors les scores en régie, Je parce suis que à ça un point, doit je être crois. très Je suis très à très un serré point là de entre 8 points. But en or, on pourrait dire 8, but en 6, or. Hugo. Ça valait 2 points ça. Hein. Donc 7 pour Hugo Degouzel, 8 pour Michel Iribarren. Thibaut, tu peux encore le faire. Un 10 point. points à la prochaine question, j'espère. Il faut que tu répondes. Il reste, allez, il reste 4 questions, dont une qui va valoir Ah. 2 points. Bon, Thibaut, va falloir que tu te réveilles un petit peu. La question, elle est sur l'Olympique de Marseille. Le meilleur buteur de l'histoire de l'OM. Papin. C'est pas Papin. Alors je sais pas si vous l'avez. C'est bah, pas un dis-le. Français. C'est pas un Français. Rod Fanny. Non. Alors il est français, puis c'est pas un attaquant. Il est français? Non, il est pas Mais- français le buteur. Non, là je parlais de Rod Josip Fanny. Skoblar.
Non. Non, du tout. C'est un Suédois. Vous l'avez pas? Non. Vous l'avez pas? Un Suédois. Alors en régie, ça, on l'a pas non plus. Runarsson? Non, alors c'est Jean Dalen Gunnar Andersson, le meilleur buteur de l'histoire de l'OM. Voilà, 194 buts. Tout le monde a séché là-dessus, donc tout le monde revient à 0. Thibaut, c'est ton moment. Non, bien sûr, non. Ah, merci mon Flo. Allez, messieurs, donnez-moi à présent. Il reste 3 questions. 3 questions. Le meilleur buteur français en Coupe du Monde. Juste Fontaine. 13 buts. Et Hugo de Gouzel qui égalise. Caracol. Ça commence à se resserrer là. Deux matchs là. Hugo de Gouzel, Michel Iribarren, c'est très serré entre les deux chroniqueurs. Thibaut, ouais, t'as aussi ton mot à dire. Merci mon Flo. Allez, avant-dernière question, ensuite ce sera un dernier son. Là, c'est l'avant-dernière question. Donnez-moi le meilleur buteur de l'histoire de la sélection espagnole. Raoul. C'est pas Raoul. Un joueur qui, je pense, n'est plus en activité, mais en tout cas, il est. Un joueur David qui jouait Villa. récemment, David Villa. Ah. Michel Iribarren, Et bonne. il joue encore, réponse. au Japon, ouais. au Vissel Kobe. Ok. Avec c'est bon à savoir. Podolski et Iniesta. Exactement. Ok, ouais. Quel âge il a d'ailleurs? 35, 33. Il doit être assez vieux. Iniesta, le chef du vignoble. Ouais, Exactement. Mais David il est parti Villa. là-bas pour vendre du son vin. vin. Qui n'est pas bon, il qui est un raté total. Hein. Ouais. Ouais, ils pourront le déguster avec la viande de Kobe en tout cas. Oui. Elle est belle celle-ci. On a un carnassier. Alors je regarde son nombre de buts là de David Villa. J'ai noté 20, mais ça me paraît pas beaucoup. Hein. Ouais. Dans l'histoire de la 50, sélection. non, 59 buts dans l'histoire de la C'est sélection. pas mal quand même. 59 buts pour David Villa. Dernière question, c'est un joueur. Cette question vaut 2 points. Thibaut, malheureusement, tu es hors course, mais tu peux jouer. Ça va se jouer certainement entre Hugo de Gouzel et Michel Iribarren. Le dernier joueur à deviner. On l'a en régie. C'est parti, on écoute. Ouais, honnêtement, on est tous contents. Même si ça a été long, mais c'est normal. C'est le football, on a essayé de faire avec et finalement on a été récompensé. Donc je pense qu'on a bien mérité d'être là aujourd'hui. Donc maintenant on a une finale à préparer, on va essayer d'aller la chercher. Alors messieurs, pas d'idée pour l'instant, ce n'est pas un joueur français. Ismaël Assar. C'est pas Ismaïl Assar. Non. Alors Est-ce que c'est un joueur de l'OM? C'est un joueur qui est né en 1992. Il a donc 26 ans. Et il évolue actuellement en Angleterre, en Première Ligue. Voyez-vous cela? Il est né dans le même pays qu'Ismaïl Assar, mais ce n'est pas Ismaïl Assar. Enfin, il a la même nationalité en tout cas. Mané. On m'a dit ça en régie. Oh. Sadio Mané. Sadio Mané, la bonne réponse. Allez pour Michel Iribarren qui remporte ce quiz. Applaudissements en studio. Et Hugo battu. Première réaction du perdant peut-être? Il a été plus fort. C'était sobre, c'était efficace. Et c'était la première émission de 2019 de l'ESJ Football Academy. On a un petit générique de fin d'émission en régie, hyper réactif. Je remercie pour cette première émission tout d'abord nos hommes de l'ombre, Simon Bourtambour, Alexandre Salas qui était présent tout au long de cette émission pour nous assurer son bon fonctionnement. Et puis autour de la table, il y avait tout à l'heure Antoine Guillet qui nous a quittés. Il y avait surtout Thibaut Kirébel, Hugo de Gouzel, Michel Iribarren. Je vous remercie messieurs. Et Florian Porras à l'animation. Eh bien, faut-il le préciser. Merci à toi Thibaut. On revient la semaine prochaine, même heure. C'était le SJ Football Academy. Profitez des vôtres. Bonne soirée.